Universitaire également. Professeur Viviane Ondoa-Biwele, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vos auditeurs à Balafon. Et merci de me prendre ce matin dans votre plateforme privilégiée d'écoute matinale. Merci, professeur. Parlant du bail des PCA, eh bien, le délai est fort clos. Ce 12 juillet, au moins 57 PCA sont concernés. Pourquoi, selon vous, ne respecte-t-on pas les dispositions légales, puisque le chef de l'État a jusqu'aujourd'hui encore pour nommer de nouveaux PCA? Écoutez, vous me posez une question très très difficile. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je constate avec vous qu'ils ne sont pas respectés. Les arguments avancés par les titulaires même de cette poste, c'est qu'ils attendent d'être remplacés par le chef de l'État parce qu'ils bénéficient d'un décret présidentiel et que dans le cadre du parallélisme des formes, ce n'est qu'un décret qui pourrait les enlever. Bon, la loi, elle ne dispose pas de cet argument-là. La loi est claire, c'est que 6 mois avant la fin du bail, le ministre de tutelle informe effectivement l'autorité décrétale ici, le chef de l'État, que le mandat des PCA arrive à échéance. Bon, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il y en a qui sont en même temps PCA et DG. Donc il leur revenait à eux, si c'est l'argument qui tient, d'informer le chef de l'État que leur bail est arrivé à échéance. Les dispositions réglementaires ont prévu toutes les modalités d'information, parce qu'il faut dire que pour que le chef de l'État prenne une décision, il faut bien que le dossier arrive sur sa table. Le chef de l'État ne connaît pas les 20 millions de Camerounais, mais il traite les dossiers qui lui parviennent certainement. Donc, pour répondre à votre question, 2 arguments. Premièrement, est-ce qu'on a écrit au chef de l'État pour rappeler la fin du bail? On saurait le savoir. Deuxièmement, pourquoi le chef de l'État, si jamais le document arrive à son niveau, pourquoi il ne l'a pas pris? Peut-être il applique également là, ce que les juristes aiment bien mettre comme argument sur la table, c'est-à-dire sa discrétion. Et justement, pour ça, que dit la loi pour ce qui est des PCA? Quelle est la durée du mandat d'un PCA? Alors, vous savez, il y a eu un gros débat avec l'avènement des lois de 2017. Déjà dans la loi de 99 qui est remplacée par celle de 2017 qui organise le fonctionnement des entités publiques, le mandat du PCA est de 6 ans. Donc 3 ans renouvelables une seule fois et renouvelables par tacite reconduction. Donc déjà quand la loi de 2017 arrive, on avait des PCA qui avaient fait 30 ans, 20 ans. Je n'ai failli dire 50 ans, non. 30 ans, 20 ans, 15 ans. Et qui était déjà, qui avait déjà le mandat échu au moment où la loi de 2017 est promulguée. Donc on avait déjà une violation à ce niveau. Alors la loi de 2017 arrive, introduit des dispositions qui n'existaient pas en 80 pour éviter effectivement qu'on ait également des violations. Et c'est la raison pour laquelle c'est rare qu'une loi soit présentée comme un manuel de procédure. Hein. Parce que quand vous lisez cette loi, on indique vraiment qui fait quoi, à quel moment, dans quel délai. C'est vraiment, en plus de loi, c'est un vrai manuel de procédure. L'idée étant que l'État reproché à la précédente loi ne soit plus observé dans celle-ci. Malheureusement, en 2017, lorsque les lois arrivent, il y a tout un débat de la non-rétroactivité ou pas de la loi. Est-ce qu'on va tenir compte des mandats antérieurs ou pas? Il y en avait qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. En tout cas, l'actualité nous donne raison, selon la raison selon laquelle il n'y avait pas de rétroactivité. Et donc, depuis 2017, on a remis les compteurs à zéro. Les PCA devaient donc rester à leur poste au plus pendant 6 ans. Donc, en 2023, déjà, la loi était claire. Tout ce qui était là en 2017 aurait dû être remplacé. Et l'année dernière, quand on a fait le pointage, ils étaient 48. Donc 48 était déjà fort clos l'année dernière. Alors, personne n'a été remplacé. Il y a un seul PCA qui a été remplacé, c'est le PCA du Martinique. Le seul. Alors, lorsqu'on arrive en 2024, il y a 9 personnes qui s'ajoutent à cet effectif, ce qui fait 57. L'année prochaine, il y en a également qui vont s'ajouter. Et je vous avoue qu'on a fait une analyse sur un échantillon de 88 entreprises et établissements publics. Ça fait quand même un taux de conformité de près de 65%. C'est énorme pour un pays de droit. Franchement, c'est ma crainte. Professeur Ondoa-Biwele, selon vous, l'efficacité du rendement est-elle entamée à ce moment? Alors ça, c'est une très très bonne question. Vous savez, en science, il n'y a pas de question, enfin, il n'y a pas de vérité, surtout en science sociale, qui ne soit pas relativement nuancée. Il y a je peux apporter 2 éléments de réponse à votre question. Premier élément de réponse, c'est que la mise en place d'une loi comme celle-là se fait sur la base d'un ensemble d'hypothèses. On fait l'hypothèse que la rotation des dirigeants est un levier de la performance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi qui le stipule.
Et donc, de ce point de vue, il y a une hypothèse de changement qui est mise en place, disant que pour plus d'efficacité, il faudrait que tous les 6 ans on change de PCA et que tous les 9 ans on change de DG. Bon, c'est une analyse qui a été faite, j'imagine, et puis compte tenu du contexte, c'est un choix qui a été fait. Donc, à ce niveau, on pourrait donc dire que ça viole un principe de performance qui a été mis en place. Maintenant, le fait qu'ils mettent long peut être un avantage si les entreprises sont performantes. À ce moment, ils représentent ce qu'on appelle en gestion un actif spécifique. Dans ce sens, à ce sujet, être un dirigeant qui est une valeur sûre pour une entreprise, c'est également prendre un risque. Le départ peut effectivement faire perdre également de la valeur à l'entreprise. Alors, on a donc deux cas de figure. Quand nous voyons les analyses de la commission technique de réhabilitation, on a des entreprises qui sont performantes et qui ne présentent pas de risques budgétaires. Alors pour celles-là, on peut prétendre que garder les PCA à leur poste, ça peut permettre de continuer à créer de la valeur. Par contre, si ce sont des entreprises qui ne sont pas performantes et qui constituent un risque budgétaire pour l'État, à ce moment, au contraire, on perd de la valeur. En état de lieu, laisse observer que la plupart de ces entreprises ne sont pas performantes. Et donc, leur présence est un danger pour l'État. Et c'est d'autant plus grave qu'il ne sert à rien de collecter de l'impôt comme on va le faire là, mais que dans ces entreprises, pour perdre à nouveau de l'argent, je vais dire que ce serait un effort. C'est comme si vous avez un robinet, vous mettez un seau qui est trouvé de partout, et puis vous estimez que l'eau va rester dans le seau. Donc je pense que là, il y a quand même une décision à prendre. Les contre-performances sont telles que ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre également de la valeur à l'économie. Donc leur présence n'est pas, au contraire, elle présente un danger pour l'économie. Est-ce que selon vous, la corrélation entre le non-respect de la durée des mandats de ces dirigeants et la performance financière varie selon les secteurs d'activité, ou même encore des positions? Alors moi j'ai envie de vous dire, pour l'analyse qu'on a faite, elle s'accentue dans certains secteurs d'activité parce que vous savez, nous avons 2 catégories d'entités publiques régies par les lois de 2017. Nous avons les établissements publics et les entreprises publiques. Alors pour ce qui concerne les entreprises publiques, c'est un danger parce que ce sont les entreprises qui interviennent dans le secteur concurrentiel. Et donc, à la limite, si elles ne sont pas performantes, normalement le marché devrait les éjecter. Mais comme le marché ne les éjecte pas, elles sont approvisionnées, j'ai envie de dire, par le budget de l'État. L'État les garde artificiellement en vie, alors qu'elles sont théoriquement mortes. Et donc, de ce point de vue, il y a une grosse partie du budget qui va dans ces entreprises-là. Et cet argent n'est pas rentable. Ça, c'est pour les entreprises publiques. Et donc, de ce point de vue, franchement, soit l'État sort de ce secteur, soit l'État met des personnes qui sont performantes. Sinon, on perd de l'argent. Alors, pour les établissements publics, bon là, ils fonctionnent un peu comme les administrations. Ils n'ont pas d'obligation de rentabilité financière au sens du marché. On pourrait encore tolérer, et même là encore, on ne pourrait tolérer aucune entreprise non performante. Parce que même la qualité du service améliore la satisfaction des usagers. Donc, si vous n'améliorez pas la qualité du service, vous dégradez toujours la valeur. Donc il n'y a aucune situation dans laquelle on peut supporter d'avoir des dirigeants qui ne sont pas performants. Il y a tout un débat quand même au niveau de l'environnement, c'est-à-dire du secteur d'activité. On a des secteurs, par exemple, dans le secteur pétrolier, on a eu la Sonara qui a brûlé. La Sonara a brûlé, bon, elle n'est donc pas dans ses pleines capacités. La Sonara n'a pas libéré son personnel, ça veut donc dire que c'est un personnel, par exemple, qui ne travaille pas. C'est une situation de crise, c'est une situation temporaire, mais qui commence à durer et qui grève aussi le budget de l'État. Tant que les usines ne sont pas reconstruites et qu'on continue de dépenser, dans tous les cas, on a une sorte de fonctionnement. J'ai envie de dire, c'est comme un malade qui est en rien. Mais sauf qu'il n'y a plus suffisamment de ressources pour alimenter ce genre d'entreprise. Il faut bien rationaliser. C'est pour ça que vous avez vu la rationalisation, la SCI, elle est bienvenue. Parce que l'État ne peut plus se permettre de mietter autant son déploiement alors qu'il n'a plus de ressources. On est coincé par les ressources, dans tous les cas, on est obligé d'être rationnel. Et la première rationalité, parce que vous savez, ce n'est pas le contrôle qui rend les entreprises performantes, ce n'est pas le contrôle qui crée la valeur. Ce sont les entrepreneurs qui créent de la valeur. Donc il ne sert à rien de dire qu'on va actionner le contrôle. Non. Ils ne sont pas bons, on les dit, parce qu'en réalité, c'est eux qui sont chargés de créer la valeur. Et donc de ce point de vue, dans tous les cas, on va continuer à appauvrir l'État si on continue avec ce genre de fonctionnement. Pour
Professeur Rondoine Biolay, les dispositions de loi du 12 juillet 2017 sur les établissements publics et les entreprises publiques établissent clairement la durée du mandat des PCA de ces entités. Vous l'avez dit tantôt, l'article 22 précise d'ailleurs qu'en cas d'expiration du président du conseil d'administration, le ministre technique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination. En tout état de cause, le président du conseil d'administration, dont le mandat est échu, ne peut pas convoquer une session du dit conseil au risque de nulleté. Est-ce à dire que là, tous les conseils d'administration qui ont été tenus jusqu'ici ou bien qui vont se tenir après ce 12 juillet seront nuls? Bien sûr, c'est ce que dit la loi, c'est même pas moi qui le dis. Et j'ai même envie de vous dire que lorsque nous avons en face des partenaires internationaux, peut-être qu'on ne le sent pas parce que ce sont encore des entreprises qui sont très endogènes, là, qui fonctionnent avec un marché local. Mais lorsque vous avez des partenaires à l'étranger, vous courez le risque en réalité, en cas de contentieux, d'exposer l'État. Regardez ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité avec la Banque des PME. Oui. La directrice de la Banque des PME avait non seulement pris des actes au-delà de son mandat, qui lui a été reproché par la COBAC, mais en plus de cela a pris un certain nombre de dispositions, de décisions sans tenir compte de la réglementation COBAC. Au-delà de ce qu'elle a été reconnue, entre guillemets, coupable de ces actes-là, elle a été suspendue de toute l'activité bancaire dans la zone SEMAC. Je ne sais pas si vous voyez la gravité. Au-delà des fautes, on lui dit, madame, vous n'avez pas été, vous n'êtes pas à la hauteur de pouvoir assumer ce poste parce que vous avez violé tel et tel. Donc voilà les enjeux. Il y a un enjeu d'image pour le Cameroun parce que nous sommes quand même, je préfère le garder un pays de droit, mais surtout nous transigeons également avec des partenaires extérieurs. Nous courons le risque de perdre des procès éventuellement et de faire perdre l'argent à l'État. On est très fiers de suivre, par exemple, vous avez suivi l'actualité au port autonome de Douala, de constater que le port autonome de Douala a gagné un procès face à Boulera en France. Ça fait plaisir, ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait gagner en notoriété, mais l'inverse également pourrait arriver. Donc au-delà de ce délai, tous les actes pris, dans tous les cas, même le conseil convoqué est nul, les actes pris sont nuls. On a beau dire que c'est le président Avril qui a pris sa discrétion, dans tous les cas, la loi qui a été promulguée par lui-même se sent violée, et puis les partenaires vont s'appuyer sur cette loi. C'est la loi qui constitue l'encadrement dans les transactions commerciales. Ce n'est pas le président de la République, on n'ira pas le chercher dans son palais pour lui dire qu'il y a une loi là que vous avez violée. Non, quand vous êtes face au tribunal administratif, on vous oppose la loi, ne vous oppose pas le président de la République. Donc il y a une responsabilité civile et pénale individuelle. Elle n'est pas collective, elle est individuelle. Et quand on voit même le profil de ces PCA, qui sont-ils? Ce sont des ministres. Il y a 42% de ministres, donc ils sont chargés en réalité, de mon point de vue, en tant que la crème de l'administration publique, ils sont chargés d'appliquer la loi ou de faire appliquer la loi. Ce sont tous des membres du RDPC. Ça veut donc dire qu'ils ont, s'il faut rester arrimé à la philosophie, soi-disant de l'exemplarité, ils ont servi d'exemple. Donc, dans tous les cas, il y a tous les arguments pour que tout le monde soit correct. Vous avez servi d'exemple, professeur Biwele, puisque vous avez démissionné au bout de 9 ans. Je rappelle qu'entre 2010 et 2019, vous étiez directrice générale adjointe de l'ISNB, l'Institut supérieur de management public. Vous avez démissionné de ce poste conformément à la loi en vigueur. Vous avez respecté la loi, vous avez décidé de quitter. À la question tout à l'heure, pourquoi ne respectons pas les dispositions légales, vous avez dit ces personnes attendent peut-être d'être remplacées, mais vous avez décidé, vous n'avez pas attendu d'être remplacé, vous avez démissionné, vous avez forcé votre remplacement. Est-ce que tu es classé pour vous titiller un tout petit peu? Est-ce que ces personnes ne peuvent pas, elles également, le faire sans se dire qu'on attend d'être remplacé? Alors moi j'apprécie la gymnastique sémantique que vous utilisez, vous comprenez, vous avez démissionné, vous avez forcé, moi-même je cherchais le terme au moment où vous parlez, parce qu'au fait ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai écrit 6 mois avant, exactement comme le prévoit la loi. J'ai écrit moi-même, et je n'ai pas écrit au président, j'ai écrit au président du conseil d'administration pour lui dire mon mandat arrive à échéance telle date, et je ne souhaite pas continuer le bail dans ces conditions si les décisions autres ne sont pas prises. Bon, ça a été pris comme une déchéance parce que, au fond, peut-être que je n'aurais pas dû le faire parce que ce n'est pas moi qui devrais le faire. Mais quand je me suis rendu compte que 6 mois avant,
le PCA, parce que selon la loi, c'est le président du conseil d'administration qui informe la tutelle technique de la fin du mandat des directeurs généraux. Et c'est le ministre de tutelle qui informe la présidence de la fin du mandat des présidents du conseil d'administration. Donc, le président du conseil d'administration ne l'ayant pas fait, puisque son mandat lui-même était arrivé à échéance depuis longtemps, j'ai pris sur moi de le faire. Et puis, c'est lui qui a monté le dossier à la présidence de la République. Et puis, on m'a remplacé avant terme. Hein, le conseil, c'était le 30 juin, on m'a remplacé au mois de mars. On dit que le président de la République peut traiter les dossiers quand les dossiers lui sont posés sur la table. Alors, moi, ce que je remarque, et puis moi, j'apprécie que ce soit fait ainsi. Moi, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Mais ce que je remarque, c'est que les gens montent les dossiers juste par défiance. Ils ne montent pas les dossiers parce qu'ils doivent être montés et que c'est la loi. Non, c'est vraiment le président de la République est très diligent quand il faut sanctionner quelqu'un, quand il faut montrer qu'on est fort, quand il faut... C'est un mode de gouvernance qui a ses limites. Bon, peut-être ses avantages également, si ça nourrit quelques égos. Mais dans tous les cas, ça ne sert pas d'exemple et ça ne permet pas d'avoir une société qui se régule normalement. Est-ce que cette loi du 12 juillet 2017 visait également des ministres qui sont PCA? Que dit la loi à ce niveau? Parce qu'il y a, vous l'avez dit, 42% des ministres. Mais écoutez, vous savez, vous êtes ministre de tutelle, vous êtes PCA, c'est à vous d'écrire au président de la République pour dire que même si le bail de ministre n'a pas de terme, celui de PCA a un terme et je ne peux plus prester en tant que PCA, il faut bien le remplacer. Alors, il y a une grosse polémique à ce sujet. Pourquoi? Parce que les gens estiment que tant qu'ils sont ministres, ils ne doivent pas partir. Et ils ont un peu raison. Ils ont un peu raison. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez les actes de nomination de certains ministres, ils sont nommés PCA ex qualité. Ça veut donc dire que l'acte dit le ministre de la communication est le PCA de la CATV. C'est normal que tant qu'il reste ministre de la communication, qu'il soit PCA de la CATV. Bon, là, il a quand même un peu raison. Tant qu'il est là et que le président ne l'a pas remplacé, il envoie en fait la patate chose au président de la République, mais il peut le lui rappeler, avec le risque que le président de la République se souvienne, ah, vous êtes là depuis 6 ans, je vous enlève dans le ministre. Donc je pense qu'il laisse dans ce flou-là, parce que c'est quand même un flou, mais il faut quand même dire que c'est un biais grave d'être PCA et ministre en même temps. Parce que lorsqu'on lit la loi, c'est techniquement pas digeste en fait. Parce que vous ne pouvez pas, la loi dit par exemple que le PCA écrit au ministre de tutelle, lui envoie des rapports annuels de performance. Donc vous écrivez à vous-même. Un coup vous êtes PCA, ensuite vous écrivez à vous-même, vous repartez dans votre bureau, vous recevez votre courrier. Non, c'est pas... Avec des situations où on a vu un PCA devenir DG. Bon, ça c'est des positions différentes. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, vous changez quand même de position, mais vous n'assumez pas au même moment des positions qui vous demandent de transiger avec vous-même, de vous évaluer vous-même. Et dans la loi de 99, il était interdit qu'un ministre soit PCA. Alors ça avait été violé. Au lieu de garder cette disposition, bon, les gens qui ont rédigé la loi ont plutôt laissé ouvert la possibilité d'être ministre et PCA. Mais on peut être ministre et PCA dans une autre structure et non PCA dans la structure dans laquelle vous assumez la tutelle. Au plan corporatif, vraiment, au plan technique, il n'y a pas de séparation de pouvoir et puis ça crée un gros biais. Mais c'est des situations entretenues par les textes. Pour l'instant, on peut quand même appliquer les textes dans la mesure du possible et puis trouver des dispositions pour... Et c'est le président de la République aussi qui peut. Hein. Les textes même peuvent rester ainsi, mais ça lui donne l'obligation, s'il décide de garder un PCA ministre de tutelle, de le changer tous les 6 ans. Et ça devient aussi une régulation qui n'est pas une mauvaise régulation. Vous savez, le mandat c'est 7 ans. On a rarement vu dans les pays où on finit un mandat sans avoir un remaniement ministériel. Peut-être dans la logique technique, le président de la République se disait que ça ne pourrait jamais arriver. Et donc ça ne lui posait pas de problème. Peut-être, j'en sais rien. Sauf que l'avenir nous présente autre chose. Et lorsque vous évoquez justement ces ministres PCA, une image m'est revenue, celle d'il y a quelques mois seulement Emmanuel Coco, ici à Bonamoussadi, où le ministre de tutelle s'est écrit à elle-même en tant que PCA. Voilà. Elle allait venir répondre ici à Douala, puis repartir. Parce que l'habitat, développement humain. C'était une gymnastique assez particulière. Ah oui, c'est ça. Et puis le seul argument qu'on va vous dire, c'est que c'est le président qui décide. Que non. C'est nous qui accompagnons le président de la République dans ses actions. Et moi, je pense que nous avons une grosse responsabilité de ce point de vue. Les gens estiment souvent que le fait de dénoncer veut dire que peut-être c'est un signe d'aigreur ou alors je suis jalouse et tout. Je dis, au fond, la République ne ressemble qu'à nous-mêmes. Hein. C'est le reflet de notre image.
Le président de la République, vous savez, il habite sur la base des dossiers qui lui sont présentés sur la table. Ça veut dire que si nous ne présentons pas de bons dossiers, si nous ne présentons pas de dossier du tout, on ne peut pas le prendre, on peut pas le prendre pour tout. Donc il faut que chacun d'entre nous assume son rôle. En ce qui me concerne, moi je suis enseignante, mon rêve c'est de parler et d'écrire. Le reste, c'est plus de ma responsabilité, chacun fait son job. Merci infiniment, professeur Viviane Ondoué. Merci d'avoir accepté de répondre. Great.